Philippe Arnaud, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes patron de Medialight, vous êtes responsable de Réunion numérique. Digital Réunion. Digital Réunion, pardon. Ouais. Je sais bien qu'il y avait Réunion, c'est Digital Réunion. Ouais. Et vous êtes un petit peu le représentant du monde digital à l'extérieur. Comment se porte le digital à La Réunion? Et d'abord, ça regroupe quoi exactement? Alors, le numérique à La Réunion, ça regroupe à la fois les entreprises qui font, par exemple, comme pour vous, du développement web ou d'applications mobiles, d'accord. Et puis vous avez ce qu'on appelle anciennement les SS2I, Sociétés de services informatiques, que maintenant on appelle les ESN. Donc là, c'est tout le métier, on va dire, à la fois de conseil, à la fois d'organisation, à la fois de développement logiciel, pas que web d'ailleurs. Ça concerne par exemple beaucoup d'entreprises dans du back-office, pour la gestion, pour le suivi RH. Voilà, donc il y a vraiment plein de processus dans l'entreprise ou dans les collectivités qui sont informatisés. Et il faut du monde pour faire ce travail-là. Et c'est le cas de la filière. Et puis là-dedans, vous avez aussi des gens qui font du transport de données. Donc là, ce sont les opérateurs téléphoniques, les opérateurs de la télévision aussi. Et tous ceux qui entretiennent les réseaux. Voilà. Plus les gens qu'il faut former pour... donc là, il y a les écoles. Il y a les formateurs. Donc ça fait quand même du monde. Et puis maintenant, on intègre aussi, on va dire, l'audiovisuel. Vous y êtes, quand on comptabilise l'audiovisuel, tout ce qui est production d'images, que ce soit dans l'info ou même dans les arts et spectacles. À chaque fois qu'il y a l'image produite, à chaque fois qu'on crée une œuvre, ça rentre dans la filière aussi. Voilà. Combien de monde à La Réunion? Quasiment 4800 personnes. D'accord. Quand même. Quand même. Et ça représente un peu moins de 500 entreprises. Et le chiffre d'affaires de la filière, c'est 1,4 milliard. Et j'imagine que c'est un secteur qui est en progression. C'est un secteur qui, pour l'instant, est en progression. Je le dis parce qu'on va aborder des sujets qui sont moins dynamiques. Oui, qui font mal. Qui font mal. Mais en l'occurrence, c'est vrai que c'est une filière qui, depuis 20 ans, est en croissance constante. Ensuite, c'est une des rares filières à La Réunion qui a, dans ses effectifs, 70% d'ingénieurs, cadres et techniciens. C'est unique. Si vous regardez les autres filières D'où le problème dont on va parler tout à l'heure, qui concerne les aides que vous pouvez avoir. Si vous comparez cette filière, sa structuration en fait, en termes d'emploi, par rapport aux autres filières classiques, notamment dans les services, c'est plutôt 44% de cadres, techniciens et ingénieurs. 70. Voilà, 70%. C'est énorme. Ce qui est aussi logique parce qu'on est sur des métiers à forte valeur ajoutée. C'est pas simplement créer du code, c'est toute la partie ingénierie. À chaque fois qu'on crée un logiciel, on le pense avant. Donc il y a des métiers notamment qui ont attrait à ce qu'on appelle l'architecture logicielle, où on pense le logiciel avant de le créer, comme un architecte va penser à un bâtiment avant qu'il soit construit. Bon, on a ces métiers-là. C'est plus difficile d'ailleurs. Et c'est plus difficile. Et donc on a ces métiers-là. Une fois qu'on a l'architecture, après c'est de l'habillage. Et puis c'est quand même, on est quand même dans un métier, moi si je prends mon cas personnel, dans mon entreprise, j'ai changé quand même, en 25 ans, 3 fois de métier. Donc c'est pas anodin. Parce qu'en fait, on est sur des technologies qui évoluent, il faut se mettre au goût du jour, puis vous le savez, vous, dans les médias, à chaque fois que des formats changent, là je vois les caméras 4K, donc mine de rien, c'est un investissement, c'est plein de logiciels derrière, les techniciens derrière, ils doivent savoir que les images en 4K, c'est pas même le même temps de traitement, ils ont peut-être levé la main à un moment donné pour dire au patron de changer d'ordinateur. Bon, tout ça fait qu'à un moment donné, si vous voulez, on a besoin d'avoir... Une veille informatique permanente. D'une veille, absolument, une veille technologique, et puis un coup d'avance. Parce qu'on doit avoir un coup d'avance pour nos entreprises, mais on doit aussi avoir un coup d'avance pour nos clients, parce que naturellement, on est aussi un secteur outil. Donc c'est un secteur qui a une responsabilité, qui est de s'assurer que les autres secteurs, moi j'ai des clients dans l'industrie, j'ai des clients et c'est le cas de tous mes adhérents, par exemple dans le tourisme, et à chaque fois, ils ont besoin des meilleurs outils digitaux pour gagner des parts de marché et assurer leur croissance. Donc voilà, et ce sont les métiers qui sont un peu caméléons parce qu'ils doivent connaître parfaitement chacun des métiers dans lesquels ils vont être amenés à intervenir. Tout à fait. Alors là, pour le coup, je le dis aux jeunes qui regarderont l'émission, c'est des métiers où on ne s'ennuie pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi j'ai de la chance, je travaille pour des compagnies aériennes, des hôteliers, des banques, et à chaque fois qu'on fait ce travail-là, finalement, on est un peu banquier, on est un peu pilote d'avion, on est un peu hôtelier, et on se fond dans le métier de l'autre pour le comprendre et le conseiller et lui apporter la réponse technologique à son problème. Donc moi je dis souvent aux jeunes, parce qu'on a un problème par contre dans la filière qui est l'attractivité, nos métiers n'attirent pas les jeunes.
C'est bizarre. C'est très bizarre parce que l'avenir, c'est un des rares qui embauche. Et puis vous savez très bien qu'à La Réunion, les jeunes, ils sont très gadget. Voilà, ils sont tech. Ils ont une appétence pour la technologie, le mobile. Il y a plus d'abonnés, il y a plus d'utilisateurs de mobile ici qu'il y a d'habitants. Ouais. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que c'est extrêmement utilisé. Pareil pour les ordinateurs. Et donc du coup, c'est pas forcément un public qu'on retrouve dans nos entreprises. Et en plus, c'est encore pire, entre guillemets, en ce qui concerne les femmes, les filles, qui pensent que la technologie, le numérique, c'est pas pour elles. Voilà. Alors qu'il y a, voilà, en général, par exemple, je dis souvent, les femmes sont les meilleurs chefs de projet qu'on peut avoir. Il y a plein de métiers qu'elles peuvent épouser dans nos entreprises, mais qu'elles ne le font pas, probablement par biais culturel, parce que, alors c'est pas spécifique à La Réunion, c'est spécifique à l'Europe, à l'Occident, hein, même aux États-Unis. Il faut savoir que les femmes s'excluent d'elles-mêmes des métiers de la technologie. Alors ça concerne aussi bien le numérique que, par exemple, je peux penser aux biotech, à l'ingénierie, tout à l'heure on parlait des bâtiments. Voilà, tous ces métiers-là sont... Et ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Hein. Si on va en Inde, si on va en Chine, on n'a pas du tout cette problématique-là. Voilà. Alors là, on a fait un tour d'horizon du secteur globalement, mais quel est le niveau des entreprises à La Réunion par rapport à ce qui se fait ailleurs? Ouais. Est-ce qu'il y a des startups? Est-ce qu'il y a des idées originales? Est-ce que le niveau des entreprises il est bon ou est-ce qu'il est moyen En fait, ce qui est intéressant, moi je regarde le secteur dans son ensemble. Vous avez des boîtes qui démarrent, ce qu'on appelle les startups parfois qui démarrent fort, et puis vous avez des acteurs qui sont là depuis maintenant 20 ans, 25 ans, et qui sont structurés et qui continuent à faire avancer la filière. Et donc tout ce monde se tient. Et tout, on ne peut pas opposer les uns aux autres, on ne peut pas opposer les gros petits, parce que finalement, cette structuration-là, où certains sont, par exemple, peut-être que les gens ne le savent pas, mais 10% des 500 entreprises exportent en dehors de La Réunion. On exporte quoi dans le numérique? Des services, des logiciels. Je vais prendre un exemple, parce que vous saviez, vous, que quasiment 100% des caisses enregistreuses au Maroc ça, je savais, ont un logiciel qui est produit à La Réunion. Les Seychelles aussi, dans les bus. Voilà, d'accord. Est-ce que vous saviez que, par exemple, Singapore Airlines, Air New Zealand, ils font fonctionner leur compagnie aérienne avec un logiciel qui est fait à La Réunion et à Maurice? Non, ça, je savais On ne le sait pas. Et pourtant, moi, dans mes adhérents, j'ai une entreprise. Ils ont 55 maintenant compagnies aériennes dans leurs clients. 55, hein, c'est pas rien. Et ils sont présents sur 5 continents. Et la boîte a été créée ici, et la R&D toujours à La Réunion. D'accord? Donc ça montre que... ça, c'est 2 ou 3 exemples. Oui, mais j'en ai une dizaine comme ça. J'ai aussi une entreprise, par exemple, ils sont dans les services aux entreprises, notamment vers les assureurs, notamment français. Eux, ils sont présents dans dans quasiment tous les DOM, ce qui fait qu'ils assurent un service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on dit Follow the Sun, à leurs clients en métropole. Donc il a eu un prix récemment. Et il a un prix récemment. Ouais. Et donc vous avez ce genre de ce qu'on appelle les pépites, mais qui donnent des exemples pour les nouveaux entrants, parce que quelque part, ça dit aux autres qui arrivent, vous pouvez le faire, c'est possible à partir de La Réunion. Pas forcément obligé de sauter la mer pour créer l'entreprise. Par contre, pour la développer, évidemment, à un moment donné, on est un marché insulaire et il faut pouvoir en sortir. Voilà. Alors c'est le président Macron qui voulait faire de La Réunion le Singapour de l'océan Indien. Oui, il nous l'a dit directement quand on l'avait rencontré dans le cadre de... Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que... Dans son esprit à lui. Alors je pense qu'on a en partage l'idée que les Outre-mer ne sont pas assez utilisés dans ce grand mouvement là qu'on appelle la mondialisation, parce que finalement on est tous issus vous comme moi, d'un pays qui s'appelle la France, qui dans son fonctionnement est très jacobin et très hexagonal. Et en même temps, c'est très anacronien pour le coup, et en même temps, ce pays, il est présent sur quasiment tous les continents et tous les océans. Et pourtant, ces points de présence ne sont pas utilisés d'un point de vue économique. Ce n'est pas utilisé comme des points de rebond, pour l'instant ce sont des terminus. Très souvent en relation directe avec la métropole. On s'en sert comme porte-avions. Ce n'est pas des porte-avions, c'est souvent des bases arrière, des grands groupes qui finalement rentabilisent des choses qu'ils ont pu faire ailleurs. On est encore, je pense, traités comme des comptoirs. Oui, comme des comptoirs. Ouais. Voilà. Et donc, tant qu'on n'en sortira pas, on n'aura pas, nous, à moins qu'on le décide, parce qu'on a le droit aussi de décider pour nous-mêmes, de se dire, tiens, après tout, vous savez, La Réunion, elle n'est pas sur
la carte européenne, on est une région ultra-périphérique. Alors déjà, quand on est ultra, c'est pas top. Hein. On est ultra et on est outre-mer. Déjà, je pense qu'on devrait sortir de ces poncifs-là parce que quelque part, ça nous tue. Moi, on ne vous dit pas dans la vie que vous êtes ultra ou vous êtes outre. Quand vous êtes ultra, c'est pas terrible. Quand vous êtes outre, vous êtes tombé de la... vous êtes tombé de la carte. Et bien là, finalement, quand vous regardez les cartes politiques dans la zone, on est en Afrique australe ici. Maurice, ils sont sur la carte d'Afrique australe. On y est. Mais je ne suis pas du tout sûr que chacun d'entre nous, Réunionnais, on s'estime étant en Afrique. Qu'on s'estime... C'est même une insulte à une époque. Ouais, qu'on s'estime étant en Afrique australe. Or, si on regarde bien autour de nous, le monde a changé. L'Afrique a changé. Ce qui était auparavant une zone de pauvreté, et puis même de, voilà, peut-être avec peu d'espoir, est un continent émergent. C'est un continent qui maintenant... La Chine l'a bien compris. Hein. La Chine l'a bien compris, mais pas que. Hein. Vous allez en Afrique francophone, vous allez voir les Marocains, les Turcs, les Américains forcément, mais ils sont toujours quelque part les Américains. Ouais. Mais les Italiens, voilà, très peu les Français, à part les grands groupes qui sont toujours présents. Mais on n'a pas ce tissu de PME qui sont capables, ou en tout cas d'adresser ces endroits-là, où finalement la France, elle est encore bien appréciée. Alors, imaginons que l'on veuille vraiment, comme l'a dit le président Macron, exporter dans la zone, et donc l'Afrique, Maurice, Madagascar, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on y arrive? Alors d'abord, encore une fois, il y en a qui y arrivent. Donc c'est pas comme si on partait de zéro. 10, on a dit. Hein, ah oui, mais enfin, voilà, 10% dans la filière, ça fait 50 entreprises, c'est pas rien. D'accord? Et quelque part, elle nous démontre que c'est possible. Par contre, vous avez raison, il faut maintenant industrialiser. Comment on passe à la phase où tout ça, en gros, hein, ça serait super de pouvoir imaginer que demain, dans la filière, on est 50% d'entreprises exportatrices. Ça serait pas mal. C'est possible. C'est possible à condition... Quels moyens il faut mettre en place? Alors, d'abord, il faut savoir qu'en France, et notamment à La Réunion, parce qu'on est en France, on a les dispositifs d'aide à l'export les plus performants d'Europe. Alors, avant de venir au dispositif, peut-être qu'il y a une question de mentalité, peut-être. Il y a une question de mindset, c'est vrai, il y a une question de mentalité. C'est vrai que quand vous créez votre entreprise, à La Réunion, c'est souvent le cas, on le crée pour le marché local. Oui. Et on est content. Et souvent, d'ailleurs, beaucoup de nos patrons, alors là, ça vaut pour toutes les filières, c'est pas spécifique au numérique, ont passé beaucoup de temps à se tirer la bourre entre entrepreneurs du cru, d'accord, parfois à se faire des guerres incroyables, alors que très souvent, ils devraient se dire, ok, c'est bien la concurrence, c'est important. On a vu que parfois, dans notre domaine, quand la concurrence n'était pas au rendez-vous, les prix étaient élevés. Maintenant, la concurrence est quand même assez bien répandue. Mais, je vous donne un exemple. Dans plusieurs de nos métiers, quand on est en concurrence avec l'extérieur, notre concurrent qui vient, ou les concurrents qui viennent qu'on en face de nous, ils ont une taille 10 à 100 fois supérieure par rapport à l'entreprise réunionnaise. Pourquoi? Petit marché insulaire, moins d'1 million d'habitants. Et puis, en général, la taille des entreprises, quand on est arrivé à 10, 20, c'est déjà bien. D'accord? Parce qu'en plus, il y a les seuils. Après, il y a les seuils, mais ça, alors pour le coup, c'est le système français. Voilà, donc on essaie de rester en dessous de 11 parce que sinon, on n'a plus des aides, on n'a plus ceci, on n'a plus cela. Mais quand même, on peut arriver à un niveau de maturité technologique. Tout à l'heure, vous voyez quel niveau on avait. Il y a de très bons niveaux, j'en ai cité quelques-uns. Mais si je prends le cas de ces entreprises-là, leurs premiers concurrents en dehors de La Réunion, encore une fois, ils sont 10 à 100 fois mieux dotés. En capital humain, en capital financier. Et donc, ça veut dire qu'il y a un problème de taille critique, il y a un problème de masse critique. C'est comment on fait en sorte qu'à un moment donné, moi c'est ce que je rêve, c'est qu'on puisse à un moment donné imaginer que dans la filière, on consolide des entreprises dont la vocation est de sortir de La Réunion. Non pas de sortir le business, mais de l'agrandir à travers des marchés avoisinants qui sont demandeurs. Après tout, en Afrique, aujourd'hui, la classe moyenne, c'est plus de 300 millions d'habitants. La classe moyenne. Oui. Alors, ce n'est pas la même classe moyenne en termes de pouvoir d'achat qu'en Europe, mais c'est déjà quasiment la population européenne à eux seuls. Eh bien, ces gens-là achètent. Et une population qui augmente fortement et rapidement. Et qui augmente fortement, qui en plus c'est très... Alors là, tout à l'heure, on parlait des Réunionnais par rapport à l'appétence sur la tech, et vous avez la même chose en Afrique. Oui. Mais alors, c'est bien d'aller vendre à l'extérieur. Oui. Mais est-ce que ces pays-là ont les moyens de nous payer? Oui. Ah oui. Vous savez, aller dans les... Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde comment l'Afrique est structurée sur le plan économique, alors vous avez des pays, mais souvent dans les pays, vous avez des mégapoles en fait. Par exemple, si vous allez en Côte d'Ivoire, Abidjan concentre, je ne dis pas de bêtises, mais entre 90 et 95% du PIB du pays. Et c'est pareil à Dakar. Et c'est pareil au Nigeria avec Lagos. Et en fait, c'est quoi que vous avez
comme marché en Afrique. Vous avez un marché de grandes mégapoles, d'accord, économiques. Bien sûr, il y a un régime politique autour de tout ça, mais souvent, quand vous êtes un champion à Johannesburg, vous êtes aussi un champion à Lagos. Parce que vous avez des groupes qui sont panafricains et qui se sont développés à travers l'Afrique, à travers presque un business de commuting comme on en a en Europe. C'est même pas de pays à pays, c'est de ville à ville. C'est de ville à ville, parce que ce sont des grandes villes, et les villes ont attiré, et même parfois fait déserter les campagnes. Et donc, il faut avoir cette vision-là, d'une vision d'une Afrique qui est multiple, mais qui en même temps, d'un point de vue économique, se connecte. Est-ce qu'il n'y a pas le risque politique qui fait peur aussi? Bien sûr, c'est un risque. Mais après tout, quand on voit ce qui se passe en Europe, qui aurait imaginé le Brexit il y a ne serait-ce que 5 ans? Donc évidemment, on est dans un monde qui est risqué, on est dans un monde qui est dangereux, on est dans un monde qui est mondialisé. Mais la vocation de la Réunion, c'est de ne pas rester un petit pays insulaire, parce que l'isolement, par contre, ça tue. Alors donc, on a vu pour la question de mentalité, on a vu qu'il y en avait les compétences. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour aider ces gens qui ont la mentalité, qui ont les compétences, pour aller se vendre à l'extérieur? Alors, la première chose que l'État, que le gouvernement devrait faire, parce que c'est quand même lui qui fixe les règles du jeu, hein, plus les règles européennes, parce qu'on est quand même dans l'ensemble européen, c'est de faire en sorte que le travail à la Réunion soit compétitif. Il y a deux façons d'être compétitif. Il y a le coût du travail, et puis il y a la productivité, c'est-à-dire ce qu'on est capable de produire dans un temps donné. Bon voilà, si sur ces deux curseurs on agit, on gagne. Et tous les pays qui gagnent, ils ont bien travaillé là-dessus. Ils ont bien travaillé, dans le cas de Singapour, parce que c'est le président lui-même qui le cite, c'est quand même un pays qui est compétitif, d'accord? Ils ont un coût du travail qui on va dire, est intéressant. Pas toujours bas, mais intéressant, parce que c'est aussi des gens qui travaillent sur la valeur ajoutée. Je pense que Accenture à Paris doit facturer à des prix assez similaires à Singapour, mais ils ont aussi à côté de ça une productivité qui est forte. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis de l'argent, beaucoup. Formation. Voilà, on a formé les gens. On a formé les gens à délivrer un travail très rapidement. Souvent, par exemple, on compare la Réunion et Maurice. J'ai beaucoup d'amitié pour mes collègues mauriciens, mais on voit quand même que sur beaucoup de métiers, ils sont moins productifs que nous. Ça, c'est un avantage. Comme le salaire est moins cher. Alors, comme le salaire est moins cher, oui, mais parfois ça se discute. D'accord. Il peut y avoir d'autres problèmes. Par exemple, on est quand même dans des métiers où la pénurie de main-d'œuvre est forte. Et donc, si vous ne savez pas garder vos compétences, vous avez un turnover et là, la productivité, elle tombe. Alors, je fais une petite parenthèse dans la parenthèse, mais à Maurice, son avantage, c'est qu'il parle anglais couramment. Alors, ça ne vous a pas échappé qu'on a quand même une nouvelle génération de Réunionnais. Et c'est vrai que moi, je vois beaucoup de jeunes qui reviennent, soit après l'école, soit après une première expérience, qui maintenant parlent anglais. Ça, c'est intéressant. Ce n'était pas le cas. Moi, je suis parti d'une génération où très peu d'entre nous parlaient anglais. Et on le voit de plus en plus. Mais c'est des Réunionnais, hein, voilà, et qui ont fait... Ils sont partis au Québec. Ils sont allés, en Afrique du Sud, en Australie, en Angleterre. Ils ont voyagé, et puis, il y a un truc tout bête, hein, ils ont regardé les séries en anglais. Oui. Il y a plein de choses comme ça, et en fait, l'anglais est rentré dans leur vie. Mon fils a appris à parler couramment l'anglais en regardant les séries à la télé. Voilà. Donc, ils ont... mais c'est comme ça dans beaucoup de pays. Et donc, du coup, ils ont cette... même si parfois ils ne le parlent pas, ils le comprennent. Nous, on n'y comprenait rien. Je vois comme on était à une certaine époque, c'était un autre monde. Bon, et alors que là, eux, ils sont en continuité. Donc, il faut parier aussi là-dessus. Alors, évidemment, ce qu'il faut faire attention, c'est à La Réunion, c'est d'avoir un monde à deux vitesses. Parce qu'à côté de ça, on a 40% de Réunionnais qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et probablement que ceux-là pas probablement pas anglais. Parlent pas forcément anglais. Donc, il y a, et c'est le défi des politiques et des politiques économiques, de faire en sorte qu'il y ait, entre guillemets, à manger pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on puisse faire grimper ceux qui sont un peu tombés en dehors du système et que le système leur parle pour de vrai. Pas simplement des plans sans lendemain et qui fait que finalement, on a le même taux d'illettrisme et le taux de chômage qui évolue peu ou prou. Et puis, il y a une question qu'on ne se pose jamais à La Réunion, c'est la question de la démographie, alors qu'elle est centrale. Et puis maintenant, elle est même devenue centrale dans le monde. Ah oui. Alors, elle avait explosé à une époque, mais maintenant on va vers un ralentissement. Bonne chose ou mauvaise chose, vu de chez vous? Enfin, personnellement, je pense que... Alors moi, j'ai une vision aussi un peu écologique. On est sur une terre qui est finie. On ne peut pas l'agrandir. Voilà.
Puis on peut chercher, on cherche encore autour de nous, mais on n'a pas trouvé une deuxième planète. Donc du coup, il faut quand même se poser la question de la ressource, de l'adéquation entre la ressource et puis ce qu'on est en train de prendre. La croissance, sans fin, ça n'existe pas. C'est matériellement impossible. Tout ce que nous, quand on, vous savez, est-ce que vous saviez que quand vous stockez vos mails, par exemple, vous avez une boîte email, et il y en a peut-être des milliers de mails que vous avez. Et puis en fait, il y a ceux que vous regardez aujourd'hui, ceux qui vous intéressent il y a 2 mois. Il y a ceux qui datent de 10 ans. Et il y a ceux qui datent de 10 ans peut-être, et qui sont toujours là. Ouais. Mais ces mails-là, ils sont stockés. Ouais. Donc ils sont sur une machine, quelque part, ou plusieurs machines, qui tournent. Elles fonctionnent. C'est le cloud, comme on dit maintenant. Le cloud. Le cloud. Voilà, donc ça fonctionne. Donc elles sont alimentées. Donc elles polluent. Donc vos mails, que vous ne regardez pas, que vous avez stocké, polluent. Donc il y a plein de choses comme ça qu'il faut se dire que finalement on génère une pollution par notre activité et dont il faut se dire à un moment donné, attention, voilà, est-ce que ça a un sens par rapport à ce monde fini dans lequel on vit. Revenons au fil de notre discussion parce qu'on a un peu digressé. Donc, les moyens pour pouvoir exporter de la Réunion dans le domaine du numérique, vous m'avez dit il faut que le coût du travail soit... Ben, je l'ai dit, hein, coût du travail et puis productivité, donc des gens bien formés. C'est les 2 leviers sur lesquels il faut agir. Alors, logiquement, on a les moyens financiers pour la formation. C'est pas ça qui manque. Ah ben, vous savez, on a fait avec l'État et la région il y a maintenant 4 ans ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, qui servent en fait à vérifier l'adéquation entre les gens formés et les besoins des entreprises. Et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas forcément d'adéquation. Donc du coup, on a arrêté certaines formations et on en a créé d'autres. Et ça, c'est un mouvement perpétuel, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, notre filière, elle évolue tout le temps. Et donc du coup, il faut toujours agir là-dessus. Ces leviers-là sont extrêmement importants. On ne forme pas assez d'ingénieurs à La Réunion. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se compare à la métropole, l'argent que les entreprises mettent dans ce qu'on appelle la R&D, recherche et développement, ce qui permet finalement de créer des nouveaux produits, des nouveaux concepts, eh ben, il est inférieur en masse et en proportion qu'en métropole, qui n'est déjà pas une bonne moyenne au niveau européen. Donc il n'y a pas de secret. On restera normalement toujours dans l'ensemble européen avec un coût du travail plutôt dans la moyenne haute. Ce qu'on devrait faire pour s'adapter au contexte régional, c'est continuer à, entre guillemets, aider le coût du travail. On avait une loi, programme, qui s'appelait la LODEOM, qui permettait d'avoir des abattements de charges. Donc c'était ça. On y vient au problème. Donc c'est vraiment de faire en sorte que les charges qui pèsent sur les entreprises soient plus faibles, parce que sinon, vous évoluez dans la compétition mondiale avec un boulet au pied. C'est pas intéressant. Ouais. Parce que là, vous savez que vous allez perdre la course. Donc c'est le premier levier. Et puis l'autre levier, c'est de s'assurer qu'au fur et à mesure que votre entreprise grandit, eh ben, vous puissiez avoir les compétences au moment où vous en avez besoin. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la filière numérique à La Réunion, ou même les autres filières qui existent en Europe dans le numérique, sont ralenties par le déficit de compétences que nous avons. Autrement dit, vous me demandez une prestation, et moi je vais vous dire, ah ben non, ben là j'ai personne pour la faire. Et quand vous faites ça, vous retardez le business, et ce retard-là, il ne se rattrape pas. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher quelqu'un en Inde, ou une société en Inde. Peut-être que c'est ce que vous ferez, vous irez sur Internet, bon voilà, ou alors vous allez faire aussi un truc qui est terrible, c'est que nous, on va décaler les prestations, et vous allez décaler la prestation, l'investissement. Pourtant, votre secteur a quand même un avantage par rapport aux autres secteurs d'exportation, c'est que vous n'avez pas besoin de fret. Oui, oui, c'est un avantage. Parce que quand on produit de la canne à La Réunion, il faut la transporter en Europe. Vous produisez, ça passe par les tuyaux du net, ou alors... Mais à la rigueur, pour le coup, je voudrais que les industriels, ils ont un coup d'avance sur nous, c'est que si demain, ils veulent produire plus de boîtes de conserve, eh ben, on augmente la cadence. Nous, la cadence, elle est liée aux hommes. Donc c'est pas un problème qu'on résout du jour au lendemain. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des écoles à La Réunion? Alors il faut continuer à investir, comme l'État, la région, même les collectivités maintenant le font, dans la formation, en se focalisant sur les prestations à valeur ajoutée. Donc on se met en concurrence avec le haut du panier, parce qu'ici quand même, on sait former des gens à haut niveau, et on le fait sur 10 ans. C'est-à-dire que ce sont des efforts qu'on ne doit pas arrêter. Ce n'est pas du saupoudrage. Et ça ne peut pas être remis en cause à chaque changement politique. Ça, ce serait terrible.
Donc nous, on plaide pour quoi? On plaide pour ces deux aspects-là. Et en plus, avec une vision à, comment dire, à long terme, on dit l'effort d'être constant. Regardez, si on reprend l'exemple de Singapour, même de Maurice, c'est quand même des exemples de politiques d'investissement à long terme qui ont fini par porter leurs fruits. Et ensuite, il y a aussi un consensus politique qui fait qu'on ne remet pas en cause les décisions économiques à chaque changement. Parce que ça, c'est... Et là, ce qui vous fait râler, c'est qu'on a remis en cause les règles. Alors, c'est vrai que on est très surpris du contexte dans lequel on se trouve. Là, il faut expliquer aux gens, on est en train de... Enfin, tous les DOM... C'est une fin de cycle. Voilà, les DOM profitaient d'une loi qu'on appelle la loi, la LODEOM, une loi programme pour l'outre-mer, qui donnait à l'outre-mer des avantages, soit en termes d'imposition, soit en termes, on le voit, avec la charge sociale, voilà, de charges sociales, de charges patronales. Bon. Et ces exonérations donnaient voilà, un aspect compétitif. Par exemple, on pouvait être très compétitif à La Réunion sur le numérique en cumulant ces exos de charges, du crédit impôt recherche et puis les aides à l'investissement. On peut être très compétitif. Puis moi, et même on était les emplois du numérique les plus compétitifs de France. Sauf que cette loi arrive à son terme et la nouvelle proposition du gouvernement par rapport au niveau dispositif d'accompagnement ne sont pas du tout satisfaisants. Et c'est maintenant reconnu par le ministère de l'Outre-mer lui-même qui s'est rendu compte que voilà, si on mettait en place ces nouveaux dispositifs, on perdrait, alors c'est entre 8 à 20% d'avantages sur les charges sociales et patronales qu'on payait. Ça veut dire que votre emploi vous coûtera 8 à 20% plus cher. C'est énorme. C'est énorme. Et ça au 1er janvier qui arrive. Oui, ça veut dire que vous qui avez vendu des prestations qui courent sur plusieurs années, là, vous n'avez pas dû l'anticiper, vous oui, vous c'est retrouvez clair. avec une marge diminuée. D'une part, et puis ensuite, c'est très simple, les charges maintenant elles se payent tous les mois, vous le savez autant que moi, et donc ça veut dire que votre maquette financière, votre budget n'est plus le même. Donc vous devez vous adapter. Dans les services, quand les charges augmentent, et que vous n'avez pas forcément, parce que si vos charges augmentent au 1er janvier, vous n'allez pas forcément avoir la possibilité dans le même mois d'avoir les contrats, les clients qui vont bien. Parce que les contrats, et puis de toute manière, il faudra produire plus avec les mêmes personnes, puisqu'ils vous coûtent plus cher. D'accord? Eh bien, vous n'avez pas le temps de vous adapter. Et moi, je vais vous dire, si le scénario qui se profile se met en œuvre, sur les moins de 5000 emplois, à peu près, enfin les 4800 emplois qu'il y a dans la filière, on va en perdre entre 10 et 20% en moins de 3 mois. Ça serait un coup d'arrêt au développement de la filière. On s'est battu et on a été accompagné par l'État sur la French Tech. On est le seul département, la seule région d'outre-mer où il y a un écosystème French Tech. Où la French Tech, ça consacre l'excellence d'un écosystème de technologie en France. Donc il y a une French Tech à Nantes, à Lyon, à Bordeaux, et il n'y en a qu'une seule en outre-mer, est à La Réunion. Et donc ça veut dire, pour les Réunionnais, qu'on est, tout à l'heure on parlait de quel niveau on est au top niveau. Ben, ce top niveau, il pourrait être décapité, parce que qu'est-ce qui va être impacté, c'est les emplois au coût les plus élevés, donc les plus qualifiés. Il pourrait être décapité comme ça entre le 1er janvier et le 31 mars. Ce serait dommage. Et est-ce que vous avez comme espoir d'être entendu? Il y a des négociations, c'est notre boulot en tant que représentant de la filière numérique. C'est vraiment de négocier au plus près avec l'État, avec Bercy, avec le ministère de l'Outre-mer pour que ce scénario catastrophe n'ait pas lieu. Mais il pourrait avoir lieu, moi j'espère que non, mais si c'était le cas, je pense que même l'État s'en mordrait les doigts parce que ce qu'on essaie de... recettes en moins, c'est vu à court terme. Ce serait complètement incohérent. On leur dit, vous ne pouvez pas avoir mis autant d'argent sur la French Tech, autant d'argent sur, par exemple, la création d'écoles. L'État a lancé l'an dernier la grande école du numérique, qui consacre le fait qu'on peut former des gens, même issus, des circuits du chômage, au numérique. Donc c'est quand même intéressant. Ça permet aux gens de se réorienter, de se réinsérer. Si on tue, si on met un coup d'arrêt à la filière, tous les efforts que l'État a lui-même fait seront vains. Donc j'ai envie de dire, c'est l'amateurisme.
C'est un défaut de raisonnement. Alors, j'avais amené avec moi le petit, je ne sais pas ce que vous avez vu, mais quand le ministère de l'Outre-mer a présenté en fait, comment dire, sa stratégie sur ces dispositifs, ils ont donné une pyramide des salaires, d'accord, par tranche, et ils nous disent, et c'est vrai, que quand on globalise les salaires, hein, l'échelle des salaires en Outre-mer, eh ben, ils sont concentrés sur les bas salaires. Oui. D'accord ? Sauf chez vous. Alors, pas que chez nous. Si je prends l'agro-industrie, si je prends les biotech, si je prends la R&D, c'est pareil. En fait, vous savez, actuellement, on a 4 grands secteurs prioritaires dans lesquels il y a le numérique. Et tous ces secteurs sont les secteurs à valeur ajoutée. Et ça fait juste 10 ans que l'État, la région, tout le monde s'est mis d'accord pour qu'on mette un paquet, on va dire, d'aide et de soutien sur ces secteurs parce qu'on estime que ces secteurs ont valeur. C'est un peu la locomotive. Je ne vais pas dire c'est les premiers de cordée parce que ce n'est pas une bonne image, mais c'est les locomotives. Et donc ces locomotives, ben, on sait qu'elles drainent. Nous, on sait qu'à chaque fois qu'on est fort, à chaque fois que le BTP est fort, et ben, derrière, il y a un business qui se crée. Et c'est de nature à faire grandir tout le monde. Et là, on est en train, par méconnaissance probablement, ou par défaut de calcul, défaut de stratégie, de couper la tête de l'arbre. Et donc, du coup, il risque de pousser moins vite. Voilà. Très bien. Tout va se négocier la semaine prochaine, c'est ça? Alors, il y a un travail là avec les services de l'État pour déjà se mettre d'accord sur la manière d'apprécier. Parce que c'est vrai que nous, on fait des calculs, on a fait intervenir, hein, même un grand cabinet parisien, un cabinet Mazars, qui a travaillé sur au moins déjà, est-ce que le dispositif réglementaire qui se met en place est plus profitable aux Outre-mer ou pas, globalement, sans rentrer dans les filières, d'accord? Donc déjà, nous on dit à l'État, on y perd. Les économies ultramarines, y perdent au change. Moi j'ai fait les calculs 26 millions, mais enfin bon... Ah, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Pour l'instant, on est de l'ordre de 500 millions et des poussières. C'est pas rien, c'est le demi-milliard, d'accord? Et puis ensuite, quand on fait le détail par filière, alors nous, on est très clair, on est le grand perdant. On est le grand perdant, c'est très marrant, alors qu'en même temps, bah, vous voyez, regardez, on était invité par le président pour parler de la French Tech au niveau national. Donc, il faut que l'État se mette en cohérence et il faut qu'il fasse un calcul en se disant, comme il l'a fait il y a 10 ans, hein, en regardant, on va dire filière par filière, comment on accompagne au mieux selon les situations qui sont extrêmement différentes. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on tue par le règlement ce que le marché a créé pendant 10 ans. Donc, je repose ma question. Réunion le 6 à Paris, c'est là que ça va se décider? Là, c'est un travail pour déjà... oui, ça va se dessiner. On verra déjà si... parce que là, c'est Bercy qui est invité. Oui. Et parce que c'est lui qui fait les calculs, entre guillemets. C'est lui qui tient les cordons, c'est lui qui décide au final. Et on sait la force de Bercy dans le budget de l'État, c'est normal. Et pour déjà leur confronter en fait nos équations et leur démontrer aux techniciens qui seront là que quelque part là, il y a une erreur d'appréciation, à tout le moins une erreur d'appréciation. Et puis ensuite, c'est pas que technique, c'est aussi une question de volonté politique. C'est qu'est-ce qu'on veut pour les Outre-mer? Est-ce qu'on est, comme le dit le président Macron, la France océanique, et on est ces porte-avions qui sont capables de devenir à tel ou tel endroit hein, des Singapour dans leur zone? Dans ces cas-là, on donne les moyens. On ne coupe pas, d'accord? Et puis à ce moment-là, effectivement, ou alors on nous dit, bah, finalement, vous serez dans un système de perfusion ad vitam aeternam, mais c'est ça le jeu. Si on nous dit ça, ok, why not? Mais je pense que ce n'est pas l'avenir. Et je pense que ce n'est pas l'intérêt de la France. Ce n'est pas l'intérêt de la Réunion non plus. Non plus. Merci en tous les cas. Et puis on se retrouvera, je pense, après cette fameuse réunion du 6 novembre à Paris. Et on tirera le bilan et j'espère que je vous retrouverai plus optimiste que vous ne l'étiez ce soir. Avec plaisir. Merci en tous les cas. Merci à vous.